Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première table ronde consacrée à l'Ukraine. Nous avons immédiatement tenu, à l'annonce de l'invasion russe en Ukraine, INHA et Château de Fontainebleau, à organiser des événements à l'occasion du Festival de l'Histoire de l'Art. Comme l'INHA le fait en partenariat avec les musées municipaux de Rouen et l'ensemble des grands établissements publics culturels français sur son site de Paris et à Rouen également depuis la même date. Ça n'est évidemment pas grand-chose au regard de la situation sur le terrain, des combats qui se poursuivent, des morts qui se multiplient, des destructions qui s'accumulent, mais c'est le minimum que nous pouvons faire avec par ailleurs des accueils de chercheurs, soit ukrainiens, soit présents en Ukraine et travaillant en Ukraine en temps de paix, soit fuyant la dictature russe. Pour une d'entre elles. Les tables rondes sont consacrées à différents sujets que je ne vais pas énumérer ici. Nous essayons de faire un panorama le plus général possible de la situation, des questions qu'elle pose pour nous autres, historiens de l'art et spécialistes du patrimoine et de l'archéologie. La première table ronde pour laquelle vous êtes présente ici est consacrée à la sauvegarde du patrimoine. Alors, au moment où on l'a intitulé, c'était patrimoine menacé. C'est assez clair aujourd'hui que c'est patrimoine détruit et que c'est patrimoine en voie de destruction. Il y a aussi du patrimoine menacé, ça n'invalide pas ce terme, mais on sait aujourd'hui que les destructions sont nombreuses et que sans doute des procès le permettront de le savoir après, mais qu'un certain nombre d'entre elles semblent tout à fait volontaires et semblent cibler très volontairement des éléments du patrimoine ukrainien. Seront présents pour intervenir Fabien Bella de l'École d'architecture de Paris Val-de-Seine, Evgenia Goubkina, pardon si je prononce mal votre nom, de l'Urban Form Center de Kharkiv, Morgan Belzic de l'INHA, encore pour quelques semaines ou quelques mois, le docteur Morgan Belzic, puisqu'il vient de soutenir un doctorat, mais il vous expliquera pourquoi il est préoccupé par ces questions de patrimoine. Valérie Fréland, le directeur exécutif de la Fondation Alif. Je pense que chacun d'entre vous nous expliquera ce que vous faites exactement. Et puis va nous rejoindre Stéphane Gessler, qui est un doctorant de l'INHA qui travaille sur l'architecture sur le sol de l'Union soviétique dans les années 1960-1970. Et ça inclut évidemment un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui indépendants, qui sont aujourd'hui menacés par l'hégémonie russe, et puis des bâtiments qui sont en Russie même et qui connaissent aussi quelques problèmes. Je ne sais pas du tout quel est l'ordre auquel il a été prévu que vous interveniez. Je suppose que c'est Eugenia qui va commencer, puisqu'elle est l'Ukrainienne parmi nous. Et donc, je vous passe la parole. I think you're going to speak in English. Yeah. Thank you very much. Thank you for invitation and having me here today in so enormously beautiful place. And maybe I should represent somehow myself and tell something about my path and career. So actually I'm an architect and urban planner, and I'm art and architectural historian. I wrote a few books. One was about the last Soviet city, Slavutich, that was built after Chernobyl disaster. Another one was about modernism, brutalism, and postmodernism in Soviet Ukraine. And just in December, I gave a manuscript to my publisher about Kharkiv architectural history. And unfortunately, we should postpone publishing that book because like 1/3 of all objects that were included in my guidebook, architectural guidebook, actually are now demolished or partially damaged. So that's why we decided that that guidebook should be reframed in the context of war. And today, I would like to tell
you first, actually, I decided to bring and to put a question for discussion. How should we, in general, talk or write history in the moment of history, actually, or in the moment when that history is being made, actually? It's how it feels from Ukrainian perspective. But maybe I definitely should show you a few objects, and I decided to choose exactly objects that were damaged in Kharkiv, because I think that is one of the options how we can actually research history through, unfortunately, objects that we actually already lost. So from that lost and grieving, we still can research history. It's, I think, quite paradoxical, but at the same time quite interesting. So how can I start presentation? Here is my native, actually, city, Kharkiv. Kharkiv was maybe mostly famous exactly because of so-called constructivism architecture, of interwar modernism, and maybe the golden age of Kharkiv, because exactly in that period of the 1920s, 1930s, Kharkiv was the capital of Soviet Ukraine. That's why you can imagine what was actually the scale of development of the cities from architectural perspective. And one of the most famous objects in Kharkiv that were considered exactly as Ukrainian constructivism or Soviet constructivism, it's Держпром building, in Russian Gazprom building. But it doesn't mean that that is something connected with Gazprom, gas company of Russian Federation. It's abbreviation of Госпром, государственная промышленность, державная промысловость. It means just the office, huge office for the all the syndicates and consortiums of state industriality in Ukraine. So that was a function of new economical politics that were before common administrative systems that Stalin established maybe from 1927, 1929. Some historians have some arguments about the correct date of the start of common administrative system. So it was something before. And new economical politics was something like a mix between the communism or socialism and even with some features of capitalism. So that was the main square of Kharkiv. That was exactly developed in the 20s, and not just because of that huge building of Держпром that is actually now in tentative list of UNESCO. And there is some arguments, should it be listed exactly as World Heritage Object or not. And on the left hand, there is a building so-called House of Projects, where actually all architects, engineers, and urban planners in the 20s should work. And on the right hand, you can see the development and construction of the Hotel International. And the picture is made from the building of Central Committee of Communist Party that I will show you soon. So that is actually the typical picture that shows the quite famous image of Kharkiv and how Kharkiv represents itself for many decades. And actually that is a part of my research and should be a part of my dissertation, exactly interwar period and the interwar leftist radical experiments. So, but if we talk about war, because of course for many months I think I'm just someone who represents exactly war issues connected with heritage preservation and heritage conservation problems, because you know actually no international organization and no procedures and no conservator, even the best one in the world, can't protect buildings and historical sites in front of missiles and shelling. Actually, we have no tools how to protect that buildings with all our peaceful procedures. So Kharkiv was under shelling from the first days of war, from the 24th of February. Yesterday it was 100 days of war. And first, maybe people thought and maybe believed and maybe we
trust in that idea that maybe just objects of military functions will be demolished. But unfortunately, from very first days, objects from different functions and most objects exactly of social infrastructure, of mass housing, residential area, was totally under shelling by missiles and by a lot of other absolutely banned by all convention, you know, that Geneva Convention and other conventions, types of weapons. Actually, like phosphor bombs, like Grad systems, and a lot of other very, very, very dangerous, exactly, not just for heritage preservation. You know, for many discussions, we all the time bring that question, should we, for example, respect heritage objects more than people? Or, for example, is it more important to preserve heritage objects than the lives of people? I'm not sure that we should compare that things, and you know that in heritage preservation issues, that topic usually somehow connected with international law issues, because in the case of Yugoslavia, actually the war crimes didn't include, unfortunately, the punishment exactly for heritage demolition, and that is the problem. Maybe that we should somehow change our understanding what is the heritage and what is the role in genocide of heritage demolition. So that is the part actually of history, of nation, and of country, and so on. That's why what I can say about central part of the city from very first days, exactly central part of historical city was under shelling. And not just, I think it was even quite ironical questions that I was asked for many times, what stylistic layer is demolished most of all? It looks like Russian soldiers just hate, for example, historicism or Art Nouveau style and think, okay, let's demolish that. No, actually that's all styles of all periods, they are under threat. And if we talk about heritage under threat, it's definitely all the heritage of Kharkiv. And here on the picture we can see the objects of, we call that modern, but I know that here maybe that's called Art Nouveau. So that was quite an important object made by the Jewish architect in the central part of city, made in 1912. And the interiors of that building were very good preserved, and it was listed in a local heritage preservation list. Unfortunately, now you can see in what condition is that object. Moreover, I think there is another point for understanding what is heritage, because when we look at that picture, we can, for example, be very sad of loss of the heritage object, but at the same time, we should understand what is beyond that walls. That architecture and heritage, it's not just walls and bricks. Of course, that is history. That's why that is very deeply connected with the term of genocide. But at the same time, we should just literally understand that beyond that walls, there are people. And when we look at such picture, we should definitely understand that in such buildings should be some victims, because it's impossible to demolish that building if that is a residential building without killing people. So that's why I should stress, maybe that is something like, you know, history sometimes repeats itself. Like in that very stressful and emotional pictures of the demolished cities of the Second World War, we should understand that it was under that bombing, it was a lot of people, a lot of actually bodies. And another object of the 20s that was made by the architect that represents so-called Ukrainian National Modern School that was established in Kharkiv on the base of Kharkiv Technological Institute. His name was Timoshenko, and what was interesting about that architect is that he was not just an architect but politician, because he was a minister of infrastructure in UNR, Ukrainian People's Republic, in 1917-1922. And after Red Army took Kiev last time, he should immigrate first in Poland, then in Czech Republic, and then in the USA. So exactly, Timoshenko was one of the main representatives of that school of Ukrainian National Modern that actually joined all Ukraine, and in each city of Ukraine you can find object of Ukrainian National Modern.
But that is the latest work that was realized already after Soviet power established in Kharkiv. And it was the building actually of university. So you can see that functions, residential buildings, universities. Then we actually have a lot of demolished schools, hospitals, and residential areas. Another stylistic period, of course, everybody likes to talk about totalitarian architecture and socialist realism. That is exactly the object of post-war reconstruction of city, and that is actually the object of a reconstructed building of Central Committee of Communist Party. Before the Second World War, the building looks in very modernist style, but after the Second World War, it was reconstructed because during Second World War it was under shelling again, and it was reconstructed in the forms of socialist realism with such pompous columns and that huge flags on the top. And that picture is quite famous because it was made by our local photographer who are now war correspondent of Deutsche Welle, as I remember, Pavlo Dorogoy. Before war started, he was architectural photographer. And actually, like half of all pictures for my architectural guidebook, for Kharkiv guidebook, was made in peaceful time by him. But from very first days of war, he took his camera and under shelling, under bombing, he tried to document what happened exactly with architectural heritage. So actually, photographers and correspondents, they are true heroes of that war and who decided to stay, not escape from Kharkiv. They did huge job and they made Kharkiv quite famous for the world because exactly that picture was published in Washington Post, New York Times, and a lot of other famous newspapers. That's why they became something like our eyes for what happened, and exactly with that perspective of heritage. So that picture represents the building of regional administration. Now that's not, of course, Central Committee of Communist Party, exactly in 1 hour after bombing. And yesterday, engineers from Kharkiv said that that building is not strength enough to be rebuilt, and unfortunately it will be demolished because of the conditions. Unfortunately, even being listed in our local list, we should understand that we actually lost that building. Another building from the 20s and 30s. That is another function, Club of Culture. That is a club of culture made by a quite famous Soviet architect Dmitriev. He was academic of architecture. And that is the club of railway workers. And what was maybe important about that object, that it was in very good conditions. Actually, heritage preservation issues and heritage preservation law in Ukraine was never ideal, and we had a lot of troubles with authenticity criteria. That's why, for example, Держпром for many years was just in tentative list but not gained the status of World Heritage Object. But exactly that object of 1929-1931 was in very good conditions. So all the furniture and even including murals, paintings made by Lanceret was still in the building, and it represents very good quality of preservation. Unfortunately, again, in the middle of war, it was under shelling, and right wing of the building was damaged. You can see, and it was under fire. Unfortunately, inside of the building, it was burned out, and you can see that because of explosion wave, all the windows and furniture was broken. And maybe I would stop with another function. Maybe that is because of my professional deformation. Actually, my master degree was exactly on urban planning. That's why I made such diversification of different functions now. So that is residential area that's called Saltovka, the biggest residential area and so-called sleeping dwelling district in Soviet Union, because 500,000 people live there. You can imagine 500,000 people, how big it is. It's actually like a huge city. So that area
never include no military, no even industrial objects, just residential buildings, just mess housing. It's a very populated mess housing area. And exactly that area was under the most and the furious shelling by Russian army. Unfortunately, like 1/3 of all the buildings, they are demolished and they are not in good condition enough for people to be returned. Moreover, northern part is really with the huge damages and people have no place where to return actually. Moreover, a lot of victims of such type of shelling, such type of using weapons. We should think, I think, again, like in fortification architecture that depended on the development of weapons during century. We should understand that types of damages on architecture, they really very dependent on the types of weapons that army used. And that is very dangerous. So actually, I remember that France was on the second place for selling weapons to Russia, actually. That's why we should understand maybe somehow a bit part of responsibility for such business as usual, because that types of damages maybe partially was made with some types of weapons that Russians bought from France. I'm sorry for such words, but I think that is important now. And other point is, for example, if we talk about modernism or mass housing for many decades, especially during postmodernist critics, we didn't understand that as a heritage. And we had a lot of participation projects, how to explain people in so-called micro-districts or micro-rayons, that maybe the districts are quite important and interesting and not just gray, ugly, concrete buildings. But what happened now, again, because of that loss, because of that grieving by heritage, I think that there is now the potential for rethinking that type of architecture and rethinking mass housing. And for me, that is the question, will be new mass housing after mass housing, actually. So a lot of questions, actually, and maybe from the questions that I started, it would be great to discuss with historians in next hour how actually to write history and how to talk about history in such a moment that actually we receive that historical photos and historical moments. And when we witness exactly that horrific situation. So thank you very much for your attention. Pour moi, les choses sont un peu différentes, puis je suis citoyen français, donc forcément, je vois ça de l'extérieur, forcément. Mais assez paradoxalement, donc Fabien Bella, se dit en passant, excusez-moi, j'aurais dû dire le nom d'abord. Mes premières recherches sur la Russie soviétique, c'était en 2002, donc il y a tout juste 20 ans. Et lorsque Poutine a annexé la Crimée, ça faisait à peu près 1 année et demie que j'enseignais à Touyati, une ville de la Russie centrale. J'étais en train de faire une exposition sur l'histoire de la construction de cette ville, exposition qui a été faite à Moscou et ensuite en France. Quand il y a eu l'annexion de la Crimée, je me suis dit, oh, mauvais signe. Donc je travaillais là-bas et l'administration municipale, ils rigolaient assez souvent en me disant, Fabien, tu es notre espion français préféré. Sauf qu'après l'annexion de la Crimée, j'ai vu monter petit à petit le nationalisme, un autre discours, et à la fin, quand il me qualifiait d'espion français, je sentais qu'il y avait beaucoup moins d'humour dans les phrases. Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je quitte la Russie. Tout simplement. Puisque pour le moment, j'arrive à faire des recherches là-bas. C'est bon. Mais le discours est en train de changer. Donc, il n'y aura plus les conditions pour avoir accès aux archives et aussi pour faire un travail historique décent, tout simplement. Ensuite, j'ai eu la très mauvaise idée d'aller faire un travail sur la reconstruction de Minsk après la Seconde Guerre mondiale. Très mauvaise idée, puisque je me suis en gros adressé à une autre dictature, soit dit en passant tout aussi, allez, disons le mot, répugnante. Puisque j'ai d'abord publié l'ouvrage en russe il y a 2 ans,
après de très longues négociations avec le régime local, où en gros ils ont tout fait pour m'empêcher de publier le livre, mais je suis un historien absolument tenace, donc ils n'ont pas réussi à m'empêcher à faire cet ouvrage, mais il y a eu soi-disant la réélection du dictateur local. Pour une fois, son peuple s'est dressé contre lui, a essayé de se débarrasser de lui. Bon, vous connaissez la suite. Malheureusement, le soulèvement populaire biélorusse n'a pas abouti, donc le dictateur que je ne nommerai pas, je ne lui ferai pas cet honneur, est toujours en place. Donc, j'ai un budget français pour la publication de cet ouvrage. Vous imaginez bien qu'actuellement, ce n'est absolument pas les conditions réunies pour le faire. Et désormais, ce qui a commencé par l'annexion de la Crimée est passé à une toute autre ampleur. Et je voulais commencer au moins par montrer donc, ce théâtre, parce qu'il est un peu au cœur du type de recherche que je fais. Je travaille beaucoup sur les questions de la monumentalité stalinienne et le côté aussi standardisation de ce type d'architecture. Vraiment, ce type d'architecture qui a l'air monumental, classique, etc., donc un peu à l'ancienne, mais qui en vérité est une architecture qui est faite pour être dupliquée en série, à très large échelle. Donc, on se souviendra tous du théâtre de Mariupol comme véritablement l'un des premiers crimes de guerre donc du régime poutiniste donc en Ukraine. Vous avez vu sans doute les photos où il y avait sur la place marqué donc Dieti, c'est-à-dire enfant. Donc le bombardement de ce théâtre est donc un crime de guerre caractérisé, on peut pas dire autrement. Et toujours est-il que je veux au moins insister sur l'aspect de cet édifice comme véritablement un symbole de la ville, puisque comme vous voyez, c'est typique d'un certain urbanisme où, en gros, le théâtre occuperait à peu près la place de ce qui serait, je dirais, une église ou un hôtel de ville dans les urbanismes européens. Donc, évidemment, une église, c'est hors de question dans un régime donc, communiste. Donc, le théâtre occupait souvent dans les villes staliniennes un peu la place d'honneur dans la cité. J'ai choisi aussi cette photo parce qu'à l'arrière, vous voyez donc, les grands immeubles des années 1950 avec leurs tours qui sont conçus pour vraiment créer un effet de signal urbain dans la ville. Et à l'arrière, vous voyez donc l'usine Azovstal, qui là encore est un des éléments clés donc, du conflit en cours. Donc, bref, ce théâtre, je montre au moins cette photo dans cette logique, et une photo donc, du bâtiment avant le bombardement. Vous voyez donc un bâtiment parfaitement symétrique, reprenant un peu les formules du néoclassicisme début 19e siècle, ce qui, soit dit en passant, en Russie avait donné lieu à ce que les historiens de l'art russes appellent le style 1812, tout simplement parce qu'après l'incendie de Moscou suite à la défaite napoléonienne, les Russes ont largement reconstruit donc, Moscou dans un style néoclassique assez sobre. Et en 1945, le régime stalinien a ressuscité ce style dans une logique patriotique. Le style 1812 est ressuscité pour montrer que fondamentalement, la Russie va vaincre ses envahisseurs. Voilà, en l'occurrence, les choses sont en train de se retourner contre elle et on à la limite, espérons qu'en Ukraine naisse, je dirais, un style 2022 pour signifier que l'envahisseur peut avoir aussi de sérieuses difficultés. Mais toujours est-il qu'il y a une visée patriotique derrière ce style. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux architectes, donc un homme et une femme, et malheureusement, je n'ai pas trouvé le prénom donc, de la femme architecte. Ce sont des architectes qui sont un peu spécialisés dans ce genre de programme et qui conçoivent plusieurs bâtiments similaires en Ukraine. Là, vous avez le genre de travail qui montre que vous avez une spécialisation des architectes et qui sont actifs dans la République ukrainienne, suivant des données qui sont certes un peu téléguidées par Moscou, mais ils travaillent sur place en créant les équivalents ukrainiens de ceci. Parce que là, il ne s'agit pas de modèles qui sont exportés depuis Moscou, il s'agit vraiment de bâtiments qui sont conçus par des architectes ukrainiens en fonction d'une certaine typologie. Bon, voici l'état du bâtiment, donc façade arrière, donc avant et après le bombardement. Bon,
les vies humaines qui ont été perdues au passage, forcément, c'est l'un des aspects les plus répugnants donc, de cette guerre. Il faut espérer que après la guerre, ce bâtiment sera reconstruit, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique, puisque fondamentalement, c'était un bâtiment important dans l'identité de la ville de Mariupol. Ça sera aussi un lieu de mémoire. Le bâtiment, donc la salle de spectacle en tant que telle, est totalement détruite et ne pourra pas être reconstruite véritablement sans une lourde intervention technique. Mais au moins les façades avant, les façades latérales sont a priori reconstructibles. Je dis bien a priori. Après, il faudra voir si le bâtiment ne sera pas encore plus fragilisé. Donc ça aussi, ce sont malheureusement les aléas sinistres de la guerre. Mais personnellement, je souhaite que des collègues comme Yevgenia puissent participer à la reconstruction de ce type d'édifice, ne serait-ce que pour commémorer ce qui s'y est passé et aussi maintenir un urbanisme qui est fort dans l'identité donc, de ce type de ville. Et justement, je vous disais que les architectes en question se sont un peu spécialisés dans ce type de programme. Donc là, je vous montre un autre théâtre réalisé donc, par la même équipe. Et notez les années de construction de l'édifice. Donc celui de Mariupol, il a été réalisé en 1959, celui-ci en 1954. Donc juste pour en gros signifier que fondamentalement, l'architecture stalinienne s'est maintenue relativement tard dans les années 1950. Donc vous connaissez tous les choses, hein, mort de Staline, mars 1953. Mais par contre, dès décembre 1954, Khrouchtchev fait un discours dénonçant le gâchis de matériaux de l'architecture stalinienne. Donc, dès la fin 1954, l'architecture soviétique change pour revenir vers une modernité. Mais dans des républiques, donc que ce soit par exemple le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, ainsi de suite, vous avez le maintien de l'architecture stalinienne juste à la fin des années 1950. Et en Ukraine ou en Biélorussie, soit dit en passant, vous avez également des bâtiments qui continuent des formules qui sont déjà considérées comme, je dirais, politiquement inacceptables. Mais un peu par, je dirais, inertie bureaucratique, ce type de bâtiments sont toujours conçus suivant cette logique. Donc là, c'est le cas du théâtre de Poltava où vous voyez la façade arrière qui est très proche donc, du bâtiment de Mariupol, mais par contre, notez la plus grande monumentalité de la façade principale de l'édifice. Donc là, vous avez un type de bâtiment, donc j'insiste lourdement sur le fait qu'il y a une certaine standardisation architecturale, un certain maintien de formules donc assez datées déjà, mais en tout cas qui montre à quel point en Ukraine l'architecture stalinienne ne disparaît pas tout de suite, mais c'est le cas de la plupart des républiques. Et tout ceci font que c'est un patrimoine qui, d'une certaine manière, est clé dans la mémoire donc, de ces pays, mais c'est aussi un patrimoine qui, fondamentalement, a du mal à être accepté historiquement. C'est-à-dire que les recherches sur l'architecture stalinienne sont encore un peu délicate, puisqu'il y a évidemment l'ombre du régime totalitaire qui est forcément là. Il y a aussi le côté du fait que ça soit une architecture qui, allez, disons le mot, est parfaitement réactionnaire. Imaginez que ce bâtiment a été terminé au moment où Le Corbusier finissait l'unité d'habitation de Marseille. Juste pour une comparaison. Donc là, fondamentalement, on est dans une autre culture, on est dans un autre milieu culturel qui fait que, fondamentalement, cette architecture réactionnaire a encore mauvaise presse, pour ainsi dire. Mais les collègues, donc que ce soit en Ukraine, et Yevgenia, heureusement, est là pour en témoigner, mais aussi dans les autres républiques, sont petit à petit en train, je dirais, de retravailler sur cette mémoire, mais heureusement, pour beaucoup, avec une plus forte distance par rapport à l'idéologie qui était derrière. Même si, là encore, je dois le dire, j'en ai été témoin en Biélorussie, vous avez les milieux nationalistes qui essaient aussi de réhabiliter ce genre d'architecture avec un agenda qui est loin d'être innocent comme vous l'imaginez. Puisque moi, quand j'ai travaillé sur la double reconstruction de Minsk
avant la Seconde Guerre mondiale et après, fondamentalement, quand j'ai rencontré les autorités là-bas, j'ai rencontré 3 ministres, hein, vous imaginez, hein, tous m'ont littéralement agonie d'insultes en me disant « mais pourquoi vous intéressez à ça, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, etc. » Et moi, comme un idiot d'occidental, j'essayais de leur faire comprendre « mais c'est important, vous avez construit une nouvelle culture ». Et ensuite, après la guerre, vous avez littéralement effacé l'occupation nazie. Donc, vous devez réhabiliter cette architecture. Bon, je vous le dis tout net, j'ai totalement échoué. Fondamentalement, il n'y a aucun intérêt de la part d'une dictature comme celle de Biélorussie pour ce type d'architecture. Et du côté russe, moi personnellement, j'ai arrêté de travailler en Russie après 2015. Parce que fondamentalement, je me disais, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'en face, à chaque fois que j'essaie de parler, on va dire, de ce type de patrimoine, je sens tout de suite l'instrumentalisation venir. Donc fondamentalement, stop. La Biélorussie, c'est la dernière dictature avec laquelle j'ai travaillé, entre guillemets, hein, je dis bien avec, pas pour. Il y a quand même une distinction assez importante à faire. Donc depuis, j'essaie de travailler dans des républiques plutôt d'Asie centrale, où là encore, il y a une volonté un peu de changer les choses. Donc, bref, ça c'est un patrimoine qui est encore loin d'être accepté. Vraiment dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, mais quand même petit à petit les choses bougent. Et là je veux au moins montrer un autre exemple donc, par un architecte qui lui est actif, donc surtout à Kiev, et qui a eu un certain nombre de difficultés pour participer à la reconstruction de Kiev, puisque fondamentalement, là encore, c'est très 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 révélateur de la manière dont la Russie se comportait par rapport à l'Ukraine, où fondamentalement, il y a eu des concours dès 1944 pour la reconstruction de Kiev, et les architectes ukrainiens ont été admis à participer à ce concours, mais disons-le, je dirais très franchement, voire même brutalement, ils étaient autorisés à participer à ce concours quasiment qu'à titre de figurants. C'était des architectes russes qui ont gagné le concours. Ça aussi, c'est un autre moyen d'étouffer la culture d'un pays. Hein. C'est-à-dire que fondamentalement, on fait semblant de faire un concours démocratique, où tous les architectes sont admis, je dirais, à participer, mais ce sont des architectes russes qui font la reconstruction de Kiev. Donc, d'une certaine manière, les Ukrainiens se sont vus dépossédés de la reconstruction de leur propre capitale. Bon, c'est atroce, évidemment, mais ce sont là encore des réalités historiques. Tatsi est l'un des rares qui a pu participer à peu près à la reconstruction, pour la simple raison qu'il avait pu coopérer avec Khrouchtchev, qui a été le premier secrétaire du parti en Ukraine au début des années 1930, et qui, soit dit en passant, a fait partie de ceux qui ont totalement étouffé, je dirais, les échos négatifs de l'Holodomor, donc la famine qui a frappé l'Ukraine au début des années 1930, à cause donc des très mauvais choix économiques de Staline et de la collectivisation brutale des sols. Donc Khrouchtchev a été l'homme qui littéralement a étouffé les choses donc, sur le terrain. Mais Tatsi a fait partie des architectes qui ont pu justement arriver à obtenir à peu près des positions à cause de leurs introductions politiques. Mais Tatsi, disons-le là encore sans phare, il a obtenu des miettes de la reconstruction. Donc entre autres ce cinéma, mais ceux qui ont fait la reconstruction de Kiev, c'est surtout des gens comme Alexandre Vlasov qui, soit dit en passant, à un moment a cumulé le poste d'architecte en chef de Kiev et de Moscou. En même temps, alors vous imaginez reconstruire deux villes de cette échelle avec autant de kilomètres de distance entre les deux. Bon, allez, il a procédé de manière très simple. Il a nommé sur place des architectes ukrainiens qui étaient en fin de vingtaine ou en début de trentaine, qui ont été littéralement ces hommes de paille pour appliquer ces projets. Là encore, j'insiste, depuis Moscou, étouffement de la scène architecturale ukrainienne. Et cela, je n'en avais absolument pas conscience avant de travailler sur le sujet au moment de la guerre, parce que ça fait des années que véritablement je m'intéresse au patrimoine de l'Ukraine. Mais à chaque fois, genre, il y a eu l'annexion de la Crimée. Donc bon, les circonstances ne s'y prêtaient pas. La révolution du Maïdan a mis en place, heureusement, un régime beaucoup plus démocratique, et l'élection donc, du président Zelensky montre que les choses étaient en train de bouger en Ukraine, mais bon, là désormais, une guerre qui arrive, qui va encore poser des énormes problèmes mémoriels. Comme le souligne Yevgenia, véritablement, va se poser de que faire après la guerre. Comment, d'abord, reconstruire ces édifices?
Comment valoriser un patrimoine blessé et qui, dès le départ, a été conçu dans des circonstances pour le moins ambiguës, il faut bien le dire. Donc, bref, là, le pays a la croisée des chemins, et je veux montrer aussi deux, trois autres exemples sur ce type un peu d'architecture standardisée. Et là, je vous montre le cas d'un architecte qui, lui, a travaillé dans toute l'Union soviétique sur ce type d'édifice. Donc, Kornfeld, il s'est vraiment spécialisé dans ce type de théâtre. Et là, je montre un édifice qui a été conçu dans les cahiers techniques avec une logique assez intéressante, puisqu'il y avait deux variantes possibles. Soit de la brique enduite, c'est-à-dire des matériaux assez élémentaires, économiques, qui répondaient bien à vraiment des problèmes d'une économie de pénurie après la Seconde Guerre mondiale, soit des plaques de béton préfabriquées. Donc ce type d'édifice est conçu suivant une alternative technique qui est particulièrement intéressante du point de vue architectural, mais bon, inutile de dire qu'en général, ce sont des bâtiments en briques enduites qui ont été réalisés justement à cause du manque de matériaux et de la situation économique pour le moins délicate de l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Soit dit en passant, Staline a refusé évidemment l'aide américaine du plan Marshall. Donc, c'est-à-dire les pays donc, du bloc de l'Est ont dû se reconstruire avec leurs moyens économiques personnels, alors que la France ou l'Angleterre ont bénéficié, et l'Allemagne aussi, soit dit en passant, ont bénéficié des fonds américains du plan Marshall qui ont permis des réalisations architecturales beaucoup plus ambitieuses d'un point de vue technique. Les soviétiques ont dû faire avec les moyens du bord, et c'est aussi le cas de l'Ukraine. Et justement, cette standardisation architecturale, elle est aussi stratégique à plus d'un point de vue, parce que justement, elle a permis du fait qu'il y avait déjà des points qui étaient disponibles, et surtout une facilité à réaliser ces bâtiments vite, avec des moyens réduits. Et c'est ce qui fait que, fondamentalement, les reconstructions en URSS se sont terminées en général vers 1955. À peu près. C'est le cas de Kiev, justement. Mais si on compare, la France, par exemple, Caen et Rouen, la fin de la reconstruction, c'est 1962. Donc quand même 7 ans de plus. Mais bon, nous en France, on avait certes plus de moyens économiques, mais on avait le problème de la propriété des sols. Puisqu'évidemment, là, on est le cas de l'Union soviétique, tout est propriété de l'État, donc il n'y a pas le problème juridique des remembrements, donc des dossiers administratifs à faire, etc., qui évidemment, forcément, demandent beaucoup plus de travail administratif. Ce n'est pas du tout le cas en Union soviétique, et justement, l'importance des plans standards a permis justement d'accélérer la reconstruction. Parce que tout simplement, on se contente, entre guillemets, de photocopier les bâtiments. C'est-à-dire, vous avez des équipes qui sont habituées au programme et qui peuvent plus facilement réaliser des édifices assez conséquents. Bah là, c'est un théâtre de format moyen, 500 places. Mais en général, ça peut être des théâtres de 800, voire même 1000 places. Et je vais vous montrer au moins d'autres exemples. Là, je vous montre un bâtiment. À l'instant, j'ai été très en retard à cause de mon train que j'ai raté, mais j'étais là pour faire la modération. Vous vous débrouillez très bien sans modération, mais je vais quand même à la fin, je pense que c'est nécessaire. Ok Stéphane, j'ai presque terminé, et justement après, ça sera à toi de nous faire un peu le dialogue. Voilà. Donc justement, je vous parlais des questions un peu basiques au niveau constructif. Là, je vous montre un bâtiment donc en Biélorussie, donc issu justement de mon travail sur la reconstruction de la ville. Là où c'est de la brique enduite, et voici donc le bâtiment dans son état actuel. Il est plus conséquent que le théâtre de Mariupol, pour une raison extrêmement élémentaire. Là, on est face à une capitale de République. Donc forcément, c'est un bâtiment beaucoup plus conséquent, parce que la population est beaucoup plus importante qu'à Mariupol. Et là, vous voyez quelque chose où, entre guillemets, le style 1812 est arrivé quasiment juste à une forme de pompe emphatique, quasiment de grandiloquence, presque impériale. Là, on a le cas de l'impérialisme soviétique en Biélorussie, où ils se prennent quasiment pour les héritiers de l'Empire romain. Là, on a une architecture vraiment très anachronique, parfaitement délibéré, parce que l'idée derrière tout ça, c'est genre le communisme, d'après Marx, est censé être l'aboutissement de l'histoire. Donc, on récupère tous les éléments de l'histoire du monde et on se les agrège pour montrer que le communisme va être la fin de l'histoire. C'est ça l'idée qui est derrière ce type d'édifice. Et voici des photos dans des intérieurs. Et
1 an de négociation pour pouvoir faire des photographies de l'intérieur de ce théâtre avec l'Union des syndicats biélorusses, puisque les institutions soviétiques existent toujours sous la dictature du satrape local. Donc 1 an à négocier pour faire des photos aussi basiques d'un édifice aussi secondaire, quoi. Donc ça m'a rendu quasiment dingue. Mais bon, là encore, je l'ai dit, je suis un historien tenace. Et à partir du moment où la dictature biélorusse a essayé de m'empêcher de faire ce travail, j'ai fait ma tête de l'art, genre, vous voulez m'empêcher de faire le travail? Vous n'y arriverez pas. Donc je ne lâcherai pas le truc. Donc bref, voilà, ça, je suis sûr que si j'avais voulu travailler en Ukraine, je n'aurais pas eu ce problème. Mais bon, voilà, j'ai fait un mauvais choix, travailler sur la Biélorussie, en me disant, j'ai l'habitude de la dictature de Poutine, ça peut pas être pire en Biélorussie. Grosse erreur. Bref, là je vous montre au moins, pour finir, un théâtre qui est d'une échelle strictement identique à celui de Mariupol, mais qui est au beau milieu de l'Oural, donc la frontière entre Europe et Asie. Là, on est dans une ville minière, donc un peu finalement le même profil que Mariupol au niveau socio-économique, et la salle était certainement très similaire. J'insiste pas plus, je pense que j'ai assez expliqué les choses. Vous voyez que les théâtres qui existent donc, en Ukraine, donc celui de Poltava, est heureusement encore intact. Celui de Mariupol va se poser la question de reconstruire ou pas. Et là, ce sont les choix que devront faire les Ukrainiens, puisque nous n'avons pas à nous ingérer dans leurs choix. C'est au peuple de Yevgenia de faire ses choix de reconstruction. Et fondamentalement, se posera la question de que faire. Je finis par cette question très alternative. Oui, désolé vraiment pour le retard, mais vous avez montré donc Yevgenia et Fabien, donc ces destructions de monuments concrets, des bâtiments concrets, et l'ALIF, dont vous êtes le président, Valérie Freeland, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, est aujourd'hui mobilisée sur le conflit en Ukraine à travers une série d'actions très concrètes et très importantes sur le terrain. Et je pense, si vous voulez bien les présenter, je crois sur le PowerPoint, normalement à la suite il y a voilà, présentation. Merci beaucoup, merci au Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau de son invitation. Merci Madame d'être là pour témoigner. Et je vais vous présenter ce que peut aussi faire la France à travers ALIF pour protéger le patrimoine de votre pays qui nous est cher. Pour protéger le patrimoine dans les zones en conflit, il faut naturellement des historiens de l'art, et il y en a autour de cette table, des architectes, des professionnels du patrimoine, des archéologues aussi, et puis parfois il faut aussi des diplomates, et c'est ce que je suis. Et je dirige ALIF depuis 4 ans, qui est une fondation qui est basée à Genève et qui n'est pas présidée par moi-même, parce qu'elle est présidée par un philanthrope américain, Tom Kaplan, mais je ne suis que le directeur exécutif d'ALIF, en détachement du Quai d'Orsay. Voilà. Et l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit a été créée à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis en 2017, et elle a fêté ses 5 ans en mars dernier. Et c'est une fondation qui, hélas, a montré toute son utilité ces dernières années. Elle a été créée, en réalité, au départ, pour réhabiliter le patrimoine détruit par Daesh, notamment en Irak, en Syrie, au Mali, etc., ou par le terrorisme islamiste. Mais aujourd'hui, depuis 4 ans que nous sommes en fonction, eh bien, on se rend compte que le patrimoine est de plus en plus un enjeu des conflits qui eux-mêmes se multiplient, et que par conséquent, hélas, nous avons et nous nous mobilisons très régulièrement. Nous sommes mobilisés après l'explosion à Beyrouth, de manière très forte en 2020, et nous avons soutenu un très grand nombre de projets de stabilisation de maisons historiques ou de réhabilitation de lieux patrimoniaux, comme le Musée national de Beyrouth, le musée Sursock, etc. Nous sommes mobilisés en Afghanistan, y compris après l'arrivée des talibans, où là nous continuons à travailler parce que nous avons des opérateurs de confiance. Et puis naturellement, avant même d'ailleurs, pour être honnête, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous commencions à voir avec nos partenaires, qui sont les spécialistes du patrimoine, que ce soit ICOM, ICOMOS, ICROM, etc., que vous connaissez très certainement, eh bien, voir ce qu'on pouvait faire en Ukraine, ne serait-ce que pour prévenir, pour protéger en amont. Voilà. La guerre a été déclenchée assez rapidement, et donc, voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous soutenons 150 projets dans 30 pays, sans compter les plus de 100 projets dont je vais parler en Ukraine. Voilà. Alors, très vite, parce que
Alif, sa spécificité, c'est l'agilité. Nous sommes une fondation de droit suisse, ça aide. Moi-même étant haut fonctionnaire français, je peux vous dire que ça aide d'être dans une fondation de droit suisse. Et donc, ça nous permet d'agir très rapidement, beaucoup plus rapidement aussi que toutes les organisations internationales. Et donc, très vite, nous avons décidé de déployer une première enveloppe de 2 millions de dollars, aujourd'hui 3 millions de dollars, et nous sommes en négociation avec la Commission européenne pour obtenir 2 millions de dollars. J'espère que ça va se confirmer. Et donc, nous avons très vite développé un plan d'action en trois objectifs. D'abord, la protection des musées, des bibliothèques, des archives. Parce qu'en réalité, il faut être honnête, et vous l'avez dit, madame, c'est ce qui est, hélas, le plus facile à faire, il faut être honnête. C'est-à-dire protéger des collections, on peut le faire. En revanche, protéger les sites et monuments, à moins d'être soi-même une armée, c'est plus compliqué. Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a soit le marquage, c'est ce que fait l'UNESCO avec le Blue Shield, c'est-à-dire qu'ils ont marqué un certain nombre de bâtiments pour montrer à quel point ce sont des bâtiments illustres du patrimoine ukrainien. Mais il faut être honnête, c'est pas une garantie contre la destruction. C'est juste une garantie pour que lorsqu'il y aura des procès, il y aura une présomption de culpabilité pour avoir porté atteinte à un patrimoine qui était identifié bouclier bleu. En revanche, ce que l'on peut faire en amont sur le patrimoine immobilier, les monuments, les sites, etc., eh bien, c'est notamment la numérisation de ce patrimoine pour en garder la mémoire, la documentation pour peut-être un jour le reconstruire, le réhabiliter dans des conditions qui, naturellement, seront définies par les Ukrainiens eux-mêmes. Et puis, le dernier acte, et qui est très important parce que vous avez eu raison de le dire, derrière les pierres, moi je dis toujours, il y a des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Et c'est important aussi de soutenir les professionnels du patrimoine. Et donc ça, c'est un des objectifs que nous poursuivons aujourd'hui à travers nos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 mois? On a soutenu plus d'une centaine, aujourd'hui on en est à 110, tous les jours on en soutient, 110 musées, bibliothèques, archives. C'est-à-dire que concrètement, c'est ce qu'on fait. Soit on leur envoie, et je vais y revenir, du matériel de protection, d'accord, pour les collections, emballages, caisses en bois, etc., caisses en fer, étagères de stockage, etc. Soit on leur donne un montant, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, et avec ça, ils achètent sur place et ils font faire sur place ce dont ils ont besoin. Voilà. Et ça, donc, on a pu soutenir plus d'une centaine d'institutions. Je n'ai pas mis la carte là parce que je ne donne pas le nom de ces institutions, non pas par le goût du sucré, mais parce que je pense qu'il faut éviter de parler de ces institutions si on veut les protéger sur le long terme. Donc en réalité, on s'est déployé d'abord à travers le soutien et le travail avec des professionnels polonais, ukrainiens, on s'est déployé à Lviv, puis à Lutsk, et puis à Odessa, notamment en s'appuyant aussi sur les professionnels moldaves, et puis dans le Donetsk, tout à l'est, et puis aussi à Kiev, mais il faut avouer qu'à Kiev, les autorités ukrainiennes sont beaucoup plus présentes et donc en réalité ont déjà fait un certain nombre de travail de protection de leur musée à Kiev. Et donc aujourd'hui, on couvre toute l'Ukraine à travers notre soutien. Soutien qui fonctionne comme ça. On est maintenant en contact quotidien, 24 heures sur 24, avec les professionnels ukrainiens. Ils nous envoient des demandes, on les examine, on regarde parce qu'il faut faire attention aussi à qui on donne de l'argent. Donc on consulte 1 ou 2 experts qui connaissent, ils vont dire ah mais nous, le directeur du musée, on le connaît très bien, on peut travailler avec lui, etc. Voilà. Et on envoie l'argent et tout ça, ça prend grand maximum 4-5 jours. Donc c'est vrai que c'est assez rapide. Voilà. Donc là, c'est par exemple le musée de Fine Art d'Odessa. Là, alors on a transporté aussi et financé des transports. La ville de Genève où nous sommes s'est mobilisée très rapidement. En 2 jours, elle a vidé toutes les caves de ces musées et on a récupéré 300 caisses en bois puisque c'était la demande la plus forte des professionnels locaux, c'était d'avoir des caisses en bois. Et donc en 3 jours, on a envoyé un camion en Ukraine qui est passé par la Pologne pour délivrer des caisses en bois. Et aujourd'hui, depuis, on a fait ça avec la France, avec Ecom France, on a fait ça avec les Autrichiens, on a un deuxième transport de Genève, avec les Britanniques, etc. Et donc l'idée, c'est d'envoyer du matériel autant que possible.
L'autre chose que l'on a faite, c'est qu'on a soutenu la modernisation des lieux de stockage, qui ne sont pas forcément dans les musées, de façon à ce que les œuvres localement puissent être entreposées dans des lieux notamment qui ne sont pas humides, et notamment les caves de grands monastères, etc., qui sont des lieux bien pour stocker des œuvres, sauf qu'ils sont souvent très humides, donc il a fallu mettre à niveau et lutter contre l'humidité de ces lieux afin de permettre un stockage par les Ukrainiens de leurs œuvres, étant entendu que pour l'instant on privilégie le stockage sur place en Ukraine, plutôt à l'ouest, plutôt que la sortie des œuvres, qui est un autre enjeu. On a aussi acheté des véhicules pour aider la direction de la conservation du patrimoine ukrainienne, de façon à ce qu'elle puisse mettre du matériel dans ces véhicules et aller en première urgence aider à la conservation et à la restauration d'urgence d'œuvres qui ont été abîmées soit par des bombardements, etc., soit par le fait d'être entreposés ou emballés maladroitement. Et donc ces véhicules c'est en cours de mise en place et ils vont pouvoir aller dans tout le pays dès lors que c'est accessible, de façon à pouvoir aider à la restauration, y compris notamment des icônes et des iconostases des nombreuses églises ukrainiennes, qui est une part importante du patrimoine. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué le patrimoine XXe siècle, mais il y a quand même un patrimoine, quand on voit le patrimoine ukrainien, qui est bien plus profond sur le plan historique. On a aussi travaillé, ça c'est une autre manière de protéger les monuments et les sites, avec l'University College of London. On a travaillé à tout ce qui est documentation satellitaire de certains sites, de certains monuments, de façon à en avoir le suivi. Alors, c'est quelque chose que l'UNESCO fait aussi de son côté, avec UNISAT, c'est quelque chose que les Américains font avec la Smithsonian. Nous, on le fait non pas dans un objectif d'identification pour avoir des preuves dans les procès futurs, on le fait dans un objectif d'identification pour la réhabilitation. Voilà. À l'IF, on ne souhaite pas entrer forcément dans des logiques partisanes, on souhaite plutôt rentrer dans une logique de protection concrète et de préparation de la réhabilitation future. Alors, on a aussi développé un programme avec deux opérateurs du patrimoine, l'un européen, Europa Nostra, que vous connaissez certainement, et le Global Heritage Fund américain, de soutien, donc des bourses de soutien aux professionnels ukrainiens. Nous, on a donné $50,000, ils est arrivé à $100,000. Avec $100,000, on peut modestement donner $500 à plusieurs professionnels ukrainiens. Là, on a reçu 1000 demandes. Il s'agit de les aider parce que souvent, ils sont dans des musées qui ne peuvent plus les payer. Ils sont dans des institutions qui n'ont plus les moyens de les salarier. Et donc, voilà. Donc, c'est une petite aide modeste, mais c'est un effort de solidarité à l'égard des professionnels. Et l'autre point sur lequel nous travaillons, c'est la documentation 3D du patrimoine ukrainien. Alors c'était assez compliqué à lancer au départ parce qu'en réalité, lorsque dans un pays en guerre, des gens sont là avec des caméras, des drones et des appareils photo, généralement la police les arrête en disant qu'est-ce que vous faites, hein, voilà. Donc c'était un peu compliqué à mettre en place, mais là on le fait avec des Ukrainiens à Lviv, avec une société ukrainienne, et qui va documenter en 3D une dizaine de sites remarquables de cette ville absolument sublime de Lviv. Voilà. Et donc, en réalité, ALIF, non seulement a été, je suis désolé de le dire, mais la plus active en termes de soutien concret au patrimoine ukrainien, non seulement financier, matériel, mais aussi moral. C'est-à-dire qu'en réalité, on est maintenant en contact avec la quasi-totalité des professionnels ukrainiens, des musées, des bibliothèques, etc. Et le fait qu'ils aient ce soutien moral a aussi été perçu de manière assez exceptionnelle. Donc pour nous, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est de continuer à protéger ces institutions culturelles, c'est de continuer à soutenir ces professionnels. Et peut-être le moment venu, si certains le souhaitent, et si ça se fait dans des formes légales, les accueillir dans des institutions culturelles en dehors de l'Ukraine, même si, encore une fois, nous ne privilégions pas cette dimension. C'est aussi éventuellement de préparer la sortie d'œuvres d'Ukraine à la demande des autorités ukrainiennes. Là encore, il ne s'agit pas de faire sortir sans autorisation parce que c'est quand même la souveraineté ukrainienne. C'est aussi de lutter contre le trafic illicite et nous avons beaucoup
insisté auprès de l'ICOM, donc l'institution des musées, pour qu'elle développe ce qu'on appelle une liste rouge Ukraine, c'est-à-dire un ensemble, une identification des artefacts qui sont susceptibles d'être volés, d'être pillés, et de manière à ce que les douaniers soient mieux informés de ce qui peut être pillé. Et puis, naturellement, commencer à préparer la phase de conservation et de réhabilitation en lien avec les autorités ukrainiennes compétentes. Et puis, l'autre point, c'est que, eh bien, ça montre une nouvelle fois combien il faut protéger en amont, prévenir en amont, et donc développer des mesures de prévention dans des pays en tension, dans des pays sensibles. Et c'est la raison pour laquelle j'étais ces derniers jours à la fois en Géorgie et en Arménie. En Géorgie, pour les sensibiliser à la nécessité de protéger très en amont leur patrimoine, les musées, les collections, et puis en Arménie sur une autre problématique qui est le conflit avec l'Azerbaïdjan. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, je veux souligner l'incroyable mobilisation des professionnels ukrainiens et polonais avec lesquels nous avons travaillé. Et je crois que c'est la protection aujourd'hui de ce patrimoine, on le doit pour beaucoup à ces initiatives individuelles, à ces professionnels ukrainiens qui se sont mobilisés pour protéger leur patrimoine muséal ou monumental. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers toi, Morgane, parce que tu as peut-être déjà collaboré avec la LIF et tu es archéologue, historien de l'art. Tu travailles sur le patrimoine de la statuaire antique en Libye. C'est aussi une zone de guerre. Et comment vous interagissez avec ce type d'organisme, aussi comme la LIF, et comment, en tant que chercheur, historien de l'art, dans des zones quand même impactées par un conflit, quelles sont les conditions propres à ces zones-là pour travailler et pour faire de la recherche, et si tu as des conseils à donner peut-être justement même aux chercheurs ukrainiens Alors j'aimerais beaucoup avoir des conseils à donner à qui que ce soit. Malheureusement, effectivement, on est face à des situations qui nous dépassent. Et on le répétait tout à l'heure, il est vrai que la protection du patrimoine en temps de guerre pose toujours la question de l'énergie déployée face aux enjeux de sauver tout simplement des vies. Donc c'est malheureusement des conditions auxquelles nous faisons face dans divers pays depuis plusieurs années actuellement. Donc effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Ukraine, mais spécialiste plutôt du trafic des biens culturels et en particulier du trafic de biens archéologiques que j'ai développé en fait au cours d'une thèse que je viens juste de terminer, donc je suis en train de travailler le manuscrit là actuellement. Et l'idée, c'était simplement de vous parler en écho justement avec ce qui a été présenté pour la ALIF, de vous parler un petit peu de ces enjeux qui sont liés à l'Ukraine, mais qui sont liés en fait à tous les pays disposant soit d'un immense patrimoine archéologique, ce qui est le cas de l'Ukraine, soit vivant des périodes de conflits particulières. En ce qui me concerne, je travaille avec la Libye depuis 2014, et vous le savez probablement, depuis 2011, presque l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen et du Proche-Orient ont été bouleversés par ce que l'on appelle les printemps arabes. Et la Libye a expérimenté en 2014-2015 le summum de cette guerre avec l'arrivée de plusieurs milices, dont certaines affiliées à Daesh, qui s'en sont pris, comme en Syrie d'ailleurs, au patrimoine archéologique. Et nous observons des phénomènes, on disait tout à l'heure avec Evgenia, the history repeats sometime, que l'histoire se répète. Effectivement, on observe des phénomènes tout à fait similaires, aujourd'hui en Ukraine, aujourd'hui en Libye, aujourd'hui en Syrie, au Yémen, en Afghanistan. Alors, quels sont ces phénomènes ? Eh bien, l'Ukraine, ça ne vous échappera pas, dispose d'un terroir archéologique, pourrions-nous dire, extrêmement dense et surtout composé d'une multitude de régions différentes et d'une multitude de strates archéologiques différentes. Ce qui va intéresser malheureusement les pilleurs, ce sont les périodes proto-historiques et historiques dans lesquelles il y a des matériaux et des objets qui peuvent avoir une valeur économique, essentiellement, au regard d'un marché des antiquités qui lui est essentiellement actif, soit dans les riches pays du Golfe ou surtout en Europe occidentale et aux États-Unis. Ces objets, pour l'Ukraine, ce sont des objets qui datent soit des périodes pré-helléniques, soit des zones qui avaient été colonisées par les Grecs. On pense en particulier à l'or des Scythes. Vous avez tous entendu, j'imagine, parler de ces merveilleux bijoux découverts dans les tombes des populations semi-nomades qui vivaient avant et pendant l'occupation grecque, en particulier au 7e, 6e et 5e siècle avant notre ère.
Des objets qui avaient déjà attiré l'attention dès le 19e siècle et qui avaient déjà été l'objet d'un important trafic entre le début du 19e et la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et on observe aujourd'hui, curieusement, l'apparition sur le marché des antiquités, depuis quelques années seulement, d'une recrudescence d'objets qui potentiellement pourraient provenir de ces régions-là. Alors c'est évidemment pas étonnant puisque c'est un phénomène que l'on observe en Ukraine depuis 2015, que l'on observe en vérité en Libye depuis 2011, que l'on observe également en Irak depuis 2003. À chaque fois qu'un conflit se développe dans une région d'une richesse archéologique de la dimension de celle de la Libye ou de l'Ukraine, eh bien nous observons une recrudescence des pillages et une recrudescence de l'arrivée de ces types d'objets dans nos maisons de vente et nos galeries de nos jolies rues parisiennes. Il y a donc là un lien en réalité avec un important réseau criminel, ou plusieurs réseaux criminels extrêmement importants qui se sont développés depuis le XXe siècle, qui sont toujours actifs, et qui permettent de mettre en relation des commanditaires ou des acheteurs potentiels avec des pilleurs par le biais de plusieurs intermédiaires successifs. Alors je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine, mais je travaille avec un spécialiste de l'Ukraine qui ne pouvait pas se joindre avec nous aujourd'hui, un spécialiste du pillage et en particulier de la détection métallique, qui s'appelle Samardi, et qui dès 2015 a commencé à identifier sur les réseaux sociaux en open source tous les groupes de personnes vendant ou pillant des antiquités, donc en particulier sur Facebook. Et il a commencé, grâce à l'étude des codes de Facebook, de ces groupes-là, à essayer de quantifier le nombre de groupes actifs, le nombre de personnes par groupe effectuant du détectorisme et donc faisant du pillage sur site archéologique. Il a comparé ces chiffres avec ce que l'on observe par exemple pour la Bulgarie, pour la Roumanie, pour la Pologne ou même pour la Biélorussie. Ce qui est assez important à retenir, c'est que depuis le début de la guerre, enfin en tout cas depuis que l'annexion de la Crimée a été faite et depuis que la guerre dans le Donbass s'est accentuée, autrement dit depuis l'année 2014-2015, le nombre de groupes de détectoristes de pilleurs sur Facebook en Ukraine a augmenté de 500%. Dans la même période de temps, donc ces 7 dernières années, il n'a augmenté que de 100% en Pologne. Autrement dit, vous comprenez que cette augmentation, elle est exponentielle en Ukraine, elle est très importante en Pologne. Qu'est-ce qui peut justifier cette différence ? La différence ne peut pas se justifier par l'accessibilité du matériel de détection métallique. D'accord ? Elle ne peut se justifier que parce qu'il y a une instabilité politique qui va favoriser ce type d'action, une instabilité politique qui va elle-même d'ailleurs favoriser une instabilité économique et pousser de plus en plus de personnes à se tourner vers des activités illégales simplement pour arrondir les fins de mois. Mais cela se fait également parce que l'instabilité politique va favoriser le développement d'une manière générale de l'ensemble des réseaux criminels possibles et imaginables. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'objets d'art. Ce que l'on observe en Ukraine n'est donc absolument pas un phénomène qui est unique. C'est exactement le même phénomène que l'on observe sur la quasi-totalité des pays qui ont vécu ou expérimenté des périodes de conflit actuellement. Et il faut bien là voir donc les différentes responsabilités. Il y a évidemment la responsabilité des agresseurs. C'est la première responsabilité, et soulignons-le, l'Ukraine est un pays agressé. D'accord ? Il y a aussi la responsabilité ponctuelle des États, y compris des États victimes, qui n'ont pas mis en place, au cours des 20, 30, 40 dernières années, des mesures de protection suffisantes, ou qui n'ont pas développé suffisamment de fouilles archéologiques préventives pour pouvoir protéger les sites archéologiques aujourd'hui pillés. Et malheureusement, si la France devait être agressée aujourd'hui, eh bien, nous aurions exactement la même défaillance de l'État français vis-à-vis des fouilles archéologiques et de la protection de ces sites. Enfin, il y a la responsabilité très claire, non pas des pilleurs seulement, mais surtout des marchands d'art, des galeristes qui, à l'échelle internationale, écoulent cette marchandise. Ce sont eux qui forment la principale demande auprès des groupes de pilleurs, ce sont eux qui favorisent l'émergence de ces groupes criminels ou de ces délinquants, et ce sont eux qui permettent d'augmenter les prix et de faire un appel d'air sur le marché de l'art international.
Allez voir, c'est simplement pour vous amuser. Allez regarder aujourd'hui sur un site qui s'appelle Katawiki. Katawiki, c'est un site de vente aux enchères en ligne, c'est une espèce de Wikipédia des enchères. Allez voir le nombre d'objets métalliques qui sont appelés objets dits vikings ou vareg. Allez chercher les objets en or qui sont dits cimériens ou objets dits du Bosphore. Et vous allez trouver pléthore d'objets archéologiques qui potentiellement peuvent provenir de la zone sud de l'Ukraine. Malheureusement, ce phénomène, donc, il est antérieur à la guerre. Il se prolonge avec la guerre et il va probablement, là il est trop tôt pour le dire, exploser dans les mois à venir. D'accord ? Donc c'est un cri d'alarme que lance l'ensemble de la communauté des archéologues à l'échelle internationale face à ce phénomène-là. Vous avez probablement lu la presse ces derniers temps et vous avez vu que très fréquemment cette actualité revenait donc dans la une de nos journaux. Ce qu'il faut voir également, c'est que l'ensemble des sites archéologiques fournissent des matériaux, des types d'objets qui sont relativement différents. Il y a dans les objets que peut fournir par exemple un site comme Kherson, des objets que l'on peut trouver communément dans d'autres régions du monde. Prenons l'exemple des objets grecs. Vous avez tous en tête, par exemple, les céramiques à figure noire ou à figure rouge, que l'on peut trouver en Crimée ou ailleurs, les céramiques, par exemple, produites à Athènes. On trouve en très grand nombre en Crimée, dans le sud de l'Ukraine, d'une manière générale, des céramiques grecques qui sont produites généralement en Grèce centrale et qui sont exportés à travers l'ensemble du bassin méditerranéen. Une fois que l'objet est sorti de terre, sorti de sa tombe la plupart du temps, et qu'il arrive sur le marché international, nous sommes dans l'incapacité d'identifier son site de provenance, et même la plupart du temps de dater la phase pendant laquelle il a été utilisé. On a perdu le contexte archéologique, on perd aussi sa provenance géographique, parce que le même objet, on peut le trouver dans une tombe étrusque en Italie, sur la côte espagnole ou sur la côte française. Et ça, c'est la majorité du matériel archéologique pour les périodes historiques. Des objets qui ont déjà véhiculé dans l'Antiquité ou alors qui sont dupliqués. Énormément de terre cuite, vous avez les moules qui circulent. Eh bien, ces moules peuvent être utilisés en Crimée, comme ils peuvent être utilisés en Égée, ou comme ils peuvent être utilisés, par exemple, en Sicile. Donc il est extrêmement difficile, une fois que l'objet est sorti de son contexte, d'identifier sa provenance. Autrement dit, on ne pourra jamais le restituer à l'Ukraine, même si on arrive à le saisir sur le marché des Antiquités. Et ça, c'est désastreux, d'accord ? D'autant que la plupart du temps, ce sont des petits objets, des objets de valeur plutôt réduite, mais en très grande quantité. Et c'est cette très grande quantité qui fait une perte déplorable pour, évidemment, l'histoire et le patrimoine. En outre, en Ukraine, on a d'autres phénomènes, Evgenia pourra peut-être en parler, j'imagine, d'autres phénomènes qui sont liés à l'occupation russe, en particulier d'attribution de terres autrefois protégées au titre de l'archéologie à des promoteurs immobiliers qui arrivent avec des tractopelles, c'est le cas à Kherson, pour construire de nouveaux bâtiments, ou le cas de fouilles, entre guillemets, encadrées par l'État, lors de constructions faites par l'occupant, je pense particulièrement au pont du Bosphore, pendant laquelle de très nombreuses fouilles archéologiques ont été faites par des archéologues russes, mais sur un territoire qui, en toute logique, appartient à l'Ukraine. Comment qualifier ces fouilles ? S'agit-il d'un pillage archéologique, mais un pillage d'État, ou s'agit-il de fouilles, entre guillemets, légales ? Donc vous voyez un petit peu l'ensemble de ces problématiques. Je ne m'étendrai pas davantage, je pense que vous avez bien compris. Voilà, je vous remercie. Oui, donc je traduisais simplement. Donc tu parlais en fait du phénomène que des territoires, enfin des sites en fait archéologiques sont transférés en fait à des organismes d'État russes ou musées de l'Ermitage ou en tout cas pour y mener des fouilles, mais dans le cadre de l'État. Ну, то, что земли, где расположены археологические передания. It's just common that there is a typical cultural expropriation. I think that is a part of war crimes, I think. Je voulais aussi rebondir en fait sur ce que vous aviez dit, Valérie Freeland, par rapport en fait à la patrimonialisation, en tout cas à l'inscription aussi de certains sites en fait en Ukraine par l'UNESCO.
Yevgenia, you told me about the current process of UNESCO to register the historic center of the city of Odessa as a World Heritage site. At the same time, Kharkiv wished to make the same request for its for a site Держпром in the center of Kharkiv, which is today one of the most important sites in the world for constructivist architecture. And you are very involved in the Kharkiv issue for to inscribe this site maybe in UNESCO. But there is also a problem for the acceptance of the heritage of the 20th century today, which can complicate the question. And indeed, Odessa city with the architecture and the urbanism of the 19th century is more unanimously perceived as a remarkable heritage than the very Soviet Kharkiv city. So I think the situation is that now there was that nominations, they are in equal position because both objects, Odessa Historical Center and Kharkiv Держпром, they are in tentative list. So actually now it looks like the chances are the same, and it would be great, for example, if both objects would gain the status of World Heritage. I think it would be very symbolic and very important for Ukrainian society, first of all, and for Ukraine in general, and from the international perspective too, and diplomacy, cultural diplomacy too. But I think that maybe the reason is not just because the 19th century or more oldest heritage is more estimated, but maybe the problem is that Odessa, I think, much more safe now. That's why it would be a bit more simple to go there for committee, for experts, and so on. Maybe the reason is in that. But from other side, I think actually UNESCO is a political institution too. And from that political point of view, Kharkiv would be better because it's literally heritage in danger. It's literally heritage in war. And exactly Kharkiv under shelling from the first days. And for community of Kharkiv, that is actually the second largest city after Kiev in Ukraine. And former capital of Soviet Ukraine. It would be a very important sign from international community that we respect you, we see you, we trust that you will live in peaceful life, and your heritage is important. That is actually common heritage, and heritage in danger that we will fight for actually. And moreover, from the perspective of international law and further lawsuits and cases to Russia, I think it would be much more important, for example, if heritage in danger like Держпром will be listed, and then it maybe can be pursued in court, like exactly, for example, demolition of the site of World Heritage. It's a bit different case than just local heritage list or even national list and so on. So it would be much more important for Ukraine from international law perspective, for community of Kharkiv, and even for community of people who research the architecture of the 20th century. So, of course, as Kharkivite, I'm for that nomination, that Держпром should gain that status. Yeah, definitely, but Odessa too. And there are initiatives concerning the reconstruction of Ukraine and reconstruction of Kharkiv by Norman Foster. So we have not just the problem with the Russian army, we have another problem, Norman Foster. So yeah, actually it's obvious now that he will definitely make that master plan for Kharkiv. I think we have no chances to avoid that. So, but unfortunately now the dialogue is not built between communities, between local architects and between local experts. And what is the most important, I'm not sure that they started communication with conservators and with restorators and heritage preservation departments. That is the huge problem, because actually Kharkiv is a historical city. And if we talk about master plan,
first we should talk about historical zones and areas of protection. So, but I'm not sure that they even started that discussion. And the discussion actually is absolutely closed. So, for example, independent experts like me, we have no possibility to find any opportunity to talk with Norman Foster, actually. Because usually that's just one-side communication. For example, I should take part exactly in RIBA discussion exactly with Norman Foster, but discussion looked like Norman Foster just sent video, and it was video manifesto, and then we discuss that manifesto without him. So actually it's not a discussion. And they aren't relying on expertise of local experts like you. They involved experts just from City Council, and City Council actually is a customer of that master plan. So it's a bit like in intersection of interests, you know. Mhm. So that is. That's why we need, again, a World Heritage listed object to protect at least this object from Norman Foster. Oui, avant les questions de la salle, peut-être je conclurai avec vous, Fabien aussi et Yevgenia, s'il y a besoin en fait d'écrire autrement aussi l'histoire de l'art, et Morgane bien sûr, parce que tu es historien de l'art aussi, mais, et l'histoire de l'architecture, de manière différente dans le contexte actuel de la guerre. Et what is the role of architectural historians and heritage specialists in the current war? How can this professional community beyond Ukrainian borders help Ukraine and its architectural and cultural heritage in a very concrete way? Someone else first, because too much me. Pour ma part, même si je travaille très souvent avec les milieux diplomatiques, j'ai toujours essayé d'être le plus neutre possible politiquement. C'est-à-dire ne jamais entrer dans les débats du pays où j'interviens. Parce que tout simplement, je suis un invité, en quelque sorte, donc je n'ai pas à me prononcer sur la question. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quitté la Russie en 2015 parce que je sentais qu'il n'était plus possible d'y travailler de manière décente comme historien. Depuis, je continue à travailler avec le Quai d'Orsay, mais plutôt dans les pays autour. Donc justement, pour éviter des questions, je dirais, de récupération des travaux historiens, etc., mais c'est une ligne de crête extrêmement difficile à tenir parce que fondamentalement il y a toujours des tensions très fortes autour des mémoires. Donc quoi qu'on fasse, d'une manière ou d'une autre, on peut être récupéré même si on essaie d'être le plus objectif possible, le plus impartial, quoi. Et là, forcément, avec la guerre en Ukraine, on s'est retrouvé dans une situation où moi, je travaille sur l'Union soviétique depuis 20 ans, et là, je me retrouve avec énormément de collègues qui se retrouvent embringués là-dedans, parce que tout simplement, voilà quoi, leur gouvernement a décidé de se comporter comme ceci, quoi. Donc voilà quoi. Donc Yevgenia aujourd'hui se retrouve donc en exil, donc grâce, on va dire, aux efforts que nous avons aussi fait en France. Mais de l'autre côté, je me retrouve avec la plupart des collègues que je connais en Russie qui risquent 10 à 15 ans de prison juste pour avoir publié sur Facebook Niet Voina, non à la guerre, quoi. Donc voilà quoi. Donc eux aussi, ils se retrouvent dans une situation qui est atroce parce que ils condamnent cette guerre, mais ils sont considérés comme des traîtres là-bas, quoi. Et il se trouve que ce sont des gens qui, justement, permettaient que nous ayons des dialogues, je dirais, à l'extérieur. C'était pas des patriotes chauvins, etc. Voilà quoi. Sauf que ils sont les représentants d'un pays qui se retrouve au bord des nations. Donc là, il y aura des très grosses fractures au niveau des communautés historiennes qui vont mettre des années à s'effacer. Il faut concevoir que de toute façon, dans toute guerre, le système est le même. On ne pourra jamais tout reconstruire. It will be impossible to rebuild everything. Donc, we have to make our grief on some elements and to focus on others. We see that in Libya, it's almost impossible to reconstruct the center of Benghazi, by example, the beautiful center of the Ottomanic and Italian period. So,
we have to focus on some elements. But the role, I think, of historian, art historian, archaeologist is there. We have the possibility with our knowledge, our methodology, to restitute a part of this history, to restitute at least the knowledge of this heritage, even if it's completely destructed. Ceux qui veulent prolonger la discussion à l'extérieur, pas de souci, vous pouvez dans la cour.